montre ça, c'est parce que avec les moins de 20 cette année, à cause d'un déficit dans le secteur intérieur, on va jouer de manière très éclatée autour de la continuité. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que en U13, on est un peu dans le même cas de figure que mes moins de 20 cet été, c'est-à-dire il n'y a pas d'intérieur en U13. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Voilà, il n'y a pas de poste de jeu. Il devrait pas y avoir de poste de jeu. Malheureusement, il y en a trop à mon avis. Et donc, l'idée que je veux développer ici, c'est l'idée que en U13, il faudrait jouer avec, on va dire, 4 extérieurs et une grande, mais une grande qui n'est pas une vraie grande, c'est-à-dire un peu excentrée. Pas un pivot, pas quelqu'un qui joue de haut panier. C'est moi ce que je vais faire là, donc je vais jouer cet été avec mes moins de 20, un peu comme si j'avais des U13 quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense véritablement que la progression vers le panier doit envisager plutôt quelque chose de très éclaté, très aéré. On va traverser le terrain. L'idée qu'on traverse le terrain aussi en proposant à chacune des joueuses un couloir, donc c'est jouer avec 5 couloirs. En tous les cas, moi c'est comme ça que j'envisage la traversée de terrain. On traverse le terrain à 5 couloirs. Le couloir central qui est réservé à la grande. Les couloirs au large qui sont réservés à des joueuses qu'on va appeler des ailières. On va reprendre une terminologie beaucoup plus simple. Et les couloirs intermédiaires, c'est-à-dire les deux couloirs intermédiaires entre les couloirs latéraux et le couloir central, deux petits couloirs intermédiaires, on va réserver à des joueuses appelées arrières. Évidemment, en fonction de la situation, de temps en temps, l'arrière prendra le couloir de l'ailière, etc. Mais ça, c'est pas le plus important. Pour qu'à l'arrivée, en fait, vous ayez un jeu éclaté. Donc, c'est-à-dire qu'on a un jeu éclaté où il n'y a pas une meneuse de jeu qui est ici, deux extérieurs, et puis deux intérieurs qui sont soit poste haut, poste bas, soit les deux postes bas, enfin bref. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'en U13, il me semble que le danger, c'est déjà de spécialiser les joueurs sur des postes de jeu, et qui plus est, de les spécialiser dans l'organisation spatiale. Encore une fois, jouer très éclaté, un peu au large, y compris le poste 5, le pivot qui est au poste haut. De temps en temps, il peut aller poster, enfin bon, j'y reviendrai après. Et vous avez un jeu très très aéré qui va permettre l'expression du 1 contre 1 face au panier. Donc, de manière très très éclatée. Et à partir de là, on retrouve les principes que j'évoquais. Ça, je ne change rien. Et vous avez un jeu très éclaté. S'il y a une attaque en dribble, les joueuses doivent s'organiser pour remplacer, accompagner dans le petit jeu, remplir le point, soutenir le point. Ça ne change rien. Rien de rien de rien. Après, c'est l'agencement que vous allez choisir, vous, à l'intérieur de ça. Ouais, vous voyez? Donc en U13, on est sur cette logique-là, à mon avis, de telle manière qu'à un moment donné, vous ayez beaucoup d'espace, beaucoup d'espace pour jouer autour du 1 contre 1, avec ballon. Alors en sachant évidemment que dans ces situations-là, parce que là vous avez des situations, alors je vais m'arrêter quand même sur les situations où là le poste 4 en fait, parce que vous allez me dire mais là le poste 4 il est poste bas. Donc sur le schéma, le premier schéma en haut à gauche, avec les moins de 20, lorsqu'on traverse le terrain, le poste 4 qui est censé être au large au départ, s'il a un temps d'avance, vient poster. Comme moi je n'ai pas de pivot digne de ce nom, les gens qui viennent poster en première intention une fois la traversée de terrain envisagée sont les ailières, puisque je joue avec des grandes ailières. Donc ça explique la présence de 4 avant que je postais, mais ça pourrait être 3 d'ailleurs. Et vous imaginez normalement que 4 est dans le point. Et on joue de manière très éclatée, de manière très très aérée pour avoir la possibilité de jouer du 1 contre 1 face au panier. Oui. Et après, ça vous autorise ça justement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, alors je ne sais pas si je vais faire référence à des choses qui intéressent peut-être la NBA, je ne sais pas si ça vous parle, mais à l'époque de Michael Jordan, il jouait sur le triangle offense. En fait, c'est un coach décédé il y a peu de temps d'ailleurs, qui s'appelle Tex Winter, qui a amené ce triangle offense. Et quand vous jouez avec ce jeu très éclaté, on peut imaginer d'ailleurs faire venir
dans le jeu posté qui on veut. C'est-à-dire que derrière ça, on peut envisager beaucoup de choses sans pour autant, dans un premier temps, parler d'écran. Je n'ai pas parlé d'écran, hein. C'est simplement comment organiser le spacing, donc l'agencement sur le demi-terrain, occuper rationnellement le terrain, et ensuite envisager la continuité du jeu à partir du moment où quelqu'un va décider d'attaquer le panier. Ouais. Alors ensuite, si on va un petit peu plus loin, je reste encore sur les U13, hein, on peut imaginer l'introduction du pick and roll. Alors je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Aujourd'hui, il y a des directives techniques nationales qui ne sont pas réfractaires au fait de travailler sur le pick and roll en U13. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, ça ne fait pas partie des contenus prioritaires. Néanmoins, aborder en fonction du niveau d'expertise de U13 la question du pick and roll peut s'envisager. Donc on peut dire qu'avec de bons U13, on peut envisager d'aborder à un moment donné dans la saison, peut-être plutôt à la fin, et encore, ça reste à débattre, mais quoi qu'il en soit, on peut envisager la question du pick and roll à ce moment-là. La question des écrans non porteurs, par contre, ne s'envisage pas sur cette catégorie. Pourquoi le pick and roll et pas les écrans non porteurs? C'est parce que le pick and roll, on est encore dans cette idée d'agressivité vers le panier, sauf que cette agressivité, elle est accompagnée par l'aide d'un partenaire. Mais ce n'est pas un contenu prioritaire, le pick and roll. Donc j'en parle quand même parce que là, on peut greffer du pick and roll, c'est-à-dire, vous traversez le terrain, vous avez vos 4 joueuses éclatées, et vous avez cette grande qui a couru, et qui à un moment donné va venir travailler plus ou moins proche du panier, et puis va revenir poser un pick and roll. Et derrière ce pick and roll, c'est les mêmes principes. Hein. Alors, évidemment, en fonction de ce qui va se passer défensivement autour du pick and roll, peut-être que ces principes également vont être un peu tronqués, parce qu'il va falloir lire le jeu. Mais on peut imaginer que dans des catégories de jeunes, ça laisse la place à de l'agressivité quand même. Alors que plus vous avancez dans les catégories, plus le pick and roll est défendu et ferme l'agressivité du porteur de balle. Donc derrière le pick and roll, vous avez évidemment quelqu'un qui va mettre de la profondeur, et on retombe sur nos pattes, c'est-à-dire d'où vient le petit jeu, qui remplit le point, qui le soutient et qui me remplace. C'est la raison pour laquelle on peut aborder la question du pick and roll, parce qu'elle permet justement de retomber sur les principes, dans la mesure où il y a toujours de l'agressivité et de la profondeur vers la cible. La question des écrans non porteurs, elle va arriver après. Je pense qu'il faut l'aborder en moins de 15, pas en U13, en moins de 15. Et là, en moins de 15, on peut envisager des écrans non porteurs, alors comme celui-ci par exemple. Même si je ne suis pas forcément convaincu qu'en moins de 15, ça présente un intérêt. Je parle de cet écran particulier, là, si on s'intéresse à ce schéma. Mais la question des écrans non porteurs peut s'envisager. J'y reviendrai plus spécifiquement. Là, je vais partir de cette situation-là parce qu'elle est intéressante. Pourquoi un écran de ce type-là sur la traversée de terrain? Simplement parce que l'objectif, c'est de gommer toutes les aides positionnelles. Quand vous traversez le terrain, vous jouez de manière éclatée, et vous décidez de rentrer le ballon dans le jeu posté, on peut imaginer que les gens un petit peu à la périphérie, puisque le ballon va rentrer, en moins de 15, vont commencer à être aspirés par le ballon et commencer à vouloir intervenir sur le ballon. Donc ce qui peut être intéressant justement à partir de là, c'est pour sanctionner les reprises d'aide. C'est-à-dire je suis ici et je veux reprendre quelqu'un en aide. S'il y a un écran, j'accentue le retard qui est lié à la reprise d'aide. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup d'écrans de ce type-là, en tous les cas avec des moins de 20 et des seniors. Ils n'intéressent pas les moins de 15 pour autant. Je pense qu'on peut imaginer par contre, en moins de 15, travailler sur une traversée de terrain et avoir des écrans très simples. C'est-à-dire vous avez vos 2 arrières, vos 2 ailières. C'est un schéma très grand, que tout le monde voit. Donc vous avez... Donc vous avez vos 2 arrières, 2 ailières, et quelqu'un qui mobiliserait le costaud par exemple. On peut évidemment envisager des choses dès les moins de 15. Je prends par exemple ce que font les Lituaniens, moins de 15,
sur cette situation-là. Il traverse le terrain, et puis il travaille comme ça, c'est-à-dire cet intérieur qui est ici va proposer un premier écran qui va être exploité ici en tourne autour pour se replacer ici. Et la deuxième joueuse, d'accord, va bénéficier de ce type d'écran-là. Vous avez par exemple ce type de logique-là. C'est-à-dire qu'on traverse le terrain et sur des écrans très très simples, on va essayer de démarquer un partenaire, puis un deuxième partenaire, et c'est évidemment la même chose qui va le faire. Voilà. Écran très simple. Donc on est vraiment sur la simplicité. Donc on traverse le terrain et on décide d'introduire un écran simple pour démarquer un partenaire, peut-être un deuxième. Et voilà, et ça s'arrête simplement ici, c'est-à-dire que derrière l'expression de ce jeu-là, il s'agit de mettre de l'agressivité et de retrouver à nouveau les principes. Voilà comment, en moins de 15, on peut commencer à introduire sur un jeu très simple de traverser le terrain la question de l'écran non porté, sans entrer sur des set plays. Je vais revenir après sur la question des set plays et en quoi un set play peut être intéressant. En tous les cas, là, vous voyez bien qu'on est sur des logiques de lecture de jeu, et c'est comment être capable, voilà, de travailler sur de la lecture d'écran très très simple. Donc toujours avec ce jeu très très éclaté. Petite précision quand même, quand vous êtes sur cette situation-là, évidemment, la présence de cette joueuse-là, elle ferme quelques espaces de 1 contre 1. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle, c'est un mot anglais qui s'appelle le clear out. Au départ, sur la traversée de terrain, cette joueuse-là, elle doit travailler dans cet espace-là, pour permettre justement l'expression du 1 contre 1 et libérer un espace. Et seulement un peu plus tard, revenir ici pour travailler sur des... Ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure parce que peut-être que certains se sont dit, ouais, mais si on met ce poste haut là, ça vient fermer quand même certains espaces de 1 contre 1. Donc en fait, la véritable situation, c'est on traverse le terrain et la grande vient travailler ici dans un premier temps et ensuite et seulement ensuite revient occuper le poste haut qui est un espace beaucoup plus large, à partir duquel on va pouvoir initier un certain nombre de choses. Sauf si on est sur la question de l'écran non porteur, c'est-à-dire je traverse le terrain et je rentre dans la continuité par des écrans non porteurs, comme j'ai montré. Donc là c'est avant chaque. Alors première chose, je vais essayer de commenter 2-3 choses et on va essayer de faire le lien pour que vous compreniez un petit peu plus les enjeux. Donc là vous avez une joueuse là, qui est un poste 4, qui s'appelle Myriam Djekoundadé, qui vient de prendre un rebond. Pour ça dans la formation aussi, et dans l'esprit collectif, pour moi c'est important, c'est-à-dire que si vous voulez développer du jeu rapide, on a toujours enseigné que la meilleure façon de développer du jeu rapide, c'est à partir du rebond, de relancer et de passer le ballon, principalement vers l'avant. Sauf qu'on oublie le pendant de cette situation qui est enchaîner rebond-dribble. C'est-à-dire que l'avantage d'être dans rebond-dribble aussi, lorsqu'on est sûr de ne pas avoir de passe, c'est-à-dire que si je prends un rebond et si j'ai vu quelqu'un tout de suite dans la prise de rebond, je vais évidemment passer la balle. Si en revanche je prends un rebond, et je ne sais pas en fait, c'est-à-dire que j'ai besoin, pour savoir, de pivoter, de regarder et de passer. Ce temps-là, c'est du temps de perdu. C'est du temps perdu. C'est-à-dire qu'une fois je prends le rebond et je sais, parce que j'ai tourné la tête et immédiatement je sais, et je passe, donc c'est bien attraper, jouer, la question du rebond pour la relance, et c'est pas attraper, pivoter, chercher, passer. Si je n'ai pas l'information et que j'ai l'espace nécessaire, c'est attraper, dribbler, et donc ça veut dire que je deviens un meneur de jeu, puisque je vais dribbler pour relancer. Donc là vous avez une grande, voilà, bon, l'avantage c'est que c'est une joueuse 4-3, c'est-à-dire c'est une joueuse qui peut également jouer sur un registre d'Elia, donc elle a quelques habiletés dans le jeu. Et donc elle va dribbler, et c'est elle en fait, une meneuse de jeu. Elle dribble, elle lève la tête, etc. À côté d'elle, vous avez une fille qui s'appelle Anna Tadic, qui mesure 1,95, 96, qui elle est un vrai pivot, mais qui pourrait faire la même chose. En tous les cas, on lui demande de faire la même chose. C'est-à-dire prendre un rebond et sur un ou deux dribbles, de progresser et de passer. Plus compliqué. Plus compliqué parce que pas formé là-dessus. Pas formé parce qu'en U13, par exemple, et encore avant, on lui a dit, toi tu es une grande, tu prends le rebond, tu passes la balle, tu cours son ballon,
tu vas sous le panier, tu lèves les bras, tu attends qu'on te donne le ballon, tu pivotes et tu marques. Et ensuite, tu reviens à la maison. Ça, c'est l'écueil. C'est un écueil qui est terrible, qui est vraiment terrible, parce qu'aujourd'hui, le basket de très haut niveau est un basket dans lequel, quand on fait un 95, on doit être capable, dans le jeu de relance, de traverser le terrain, de poser un ou deux dribbles et de passer la balle. Donc je m'arrête là-dessus, parce que je pense que c'est important, voilà, d'accepter qu'une U13, même grande, et bien à un moment donné, elle s'engage dans ce type d'action, et qu'évidemment, elle se dribble sur le pied, parce que ça va arriver, ou qu'elle passe le ballon dans les tribunes, parce que ça va arriver. Eh bien, il faut l'encourager, il faut dire tu continues, c'est bien, puis lui donner des outils pour que ça soit mieux la fois d'après. Le danger, c'est de lui dire non, toi t'es grande, tu fais pas ça, tu sais pas faire, tu ne sais pas faire, donc tu ne le fais pas. Ah ouais, mais tu ne sais pas faire parce qu'on ne t'autorise pas à le faire, parce que si tu le fais, tu te fais taper sur les doigts, ou pire, tu te fais fouetter par ton coach. Donc, voilà. J'attire votre attention quand même sur le fait qu'à un moment donné, au plus haut niveau, et si on va accompagner des gens qui sont des potentiels vers le plus haut niveau, ce sont des actions que ces gens-là doivent pouvoir faire régulièrement pour pouvoir justement derrière avoir des vraies situations de jeu rapide. Les vraies situations de jeu rapide étant des situations de surnombre à 2, à 3, pas de jeu à 5. Et on s'aperçoit de plus en plus que pour avoir des surnombres à 2 et 3, eh bien, il faut que derrière le rebond, ça soit dribble-passe. Et quand vous avez des rebonds-passes, vous avez moins, statistiquement parlant, vous avez moins de situations de surnombre à 2 et 3 à l'arrivée. Vous avez des surnombres à 4 et 5, et sur les vrais surnombres à 2 et 3, voilà, parce qu'on perd beaucoup de temps à prendre le rebond, chercher, passer. Et cette seconde-là, parce que des fois ça se joue à une seconde, à l'arrivée, ce ne sont plus les mêmes situations, voilà, dont vous allez bénéficier. Je vais un petit peu plus loin. Alors là, si on reprend la situation, je vais la reprendre pour la commenter et la critiquer, évidemment, parce que moi, je vous ai raconté des choses, j'ai 2 mois pour préparer mon équipe, elles n'ont pas toujours les bons repères. Donc voilà, donc là on joue, donc avec cette équipe-là, on ne jouait pas de manière éclatée, on jouait avec 2 intérieurs. Donc cette première intérieure qui est plutôt un poste 4, et cette intérieure qui est plutôt un poste 5. Là, que fait cette joueuse? Elle passe le ballon, et sa première intention dans un premier temps, c'est d'aller à l'écran. C'est-à-dire que dans le jeu de traversée de terrain, est envisagé le jeu de pick and roll sur la traversée. On ne va pas aller jusqu'au bout, mais ça c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça permet, sur une joueuse qui est alignée, le ballon est arrivé, cette joueuse ne peut pas générer de l'agressivité sur l'attraper parce que le défenseur est aligné, donc il faut apprendre à la grande aussi à les toucher, pour pouvoir remettre de l'agressivité dans de meilleures conditions. L'avantage de ces écrans sur la traversée de terrain, c'est qu'ils sont très difficiles à défendre, dans la mesure où la joueuse elle est dans le repli, et c'est difficile de replier et en même temps de se préparer à défendre un pick and roll. Donc c'est pour ça qu'ils présentent un intérêt et qui permettent, qu'ils autorisent la profondeur. Parce qu'il y a rarement de step out, donc des gens qui vont, vous comprenez ça? Des gens qui vont sortir sur des écrans qui sont posés sur la transition. Alors moins de 13 non, moins de 13 non parce que ce sont des écrans qui sont difficiles à organiser. Le jeu d'écran chez les moins de 13 est très très compliqué parce qu'un écran, je m'arrête sur la pose des écrans. Un écran, c'est une action de jeu où on doit être capable d'aller vite, de s'arrêter très proche et d'entourer les épaules. Donc ça demande beaucoup d'aisance et de maîtrise corporelle. Ça veut dire que si on le fait en U13, il faut le faire dans des situations qui sont bien identifiées. Et ces situations-là, où il y a beaucoup de mouvements, sont des situations où c'est très compliqué, à mon avis, pour une U13 de faire ce travail-là dans les meilleures conditions. Poser un écran, c'est bien courir vite, s'arrêter et entourer les épaules. Je dis ça parce que vous avez par exemple n'importe quoi, quelqu'un qui gèle par exemple, voilà, qui est en train de geler un écran ou qui oriente. Vous avez le panier qui est ici. Donc la ligne d'épaule elle est là. Vous avez les 2 épaules. D'accord? Le panier est derrière moi. Si je viens poser un écran, poser cet écran comme ça n'a aucun intérêt. Ma préoccupation quand je pose un écran, c'est d'entourer la ligne d'épaule. Donc si la ligne d'épaule est là, l'orientation de l'écran, ça
sera ça, ou ce sera ça, en fonction. Donc la technique, là, elle peut varier, mais en tous les cas, je dois entourer cette ligne d'épaule. Pourquoi entourer la ligne d'épaule? C'est parce qu'on défend les écrans en commençant par engager les épaules. On veut engager un épaule pour éviter, l'évitement se fait évidemment par la ligne d'épaule. Donc si vous entourez les épaules, eh bien, vous créez encore plus de retard parce que la personne, elle va devoir sortir sa ligne d'épaule de l'écran pour ensuite défendre. Vous voyez la logique? Donc dans ces situations-là, allez entourer les épaules sur du replacement défensif, ça nécessite une certaine expertise. Donc en U13, si on aborde la question du pick and roll, ça doit être un pick and roll clairement identifié dans des situations un peu plus statiques, un peu plus figées. Ouais. Bon, je continue là. Donc en fait, elle voulait aller à l'écran, elle ne va pas à l'écran. Donc ça, par contre, c'est mal joué. C'est évidemment mal joué parce que, sauf si on va à l'écran et puis je vais à l'écran et puis je m'aperçois que ma joueuse, elle commence à défendre l'écran. Donc à ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle un slip. Je vais repartir vers le panier parce que j'ai identifié que la joueuse, elle commençait à défendre l'écran et donc elle me laisse la profondeur. Donc ça peut être une bonne réponse. Mais là, on voit bien que cette joueuse-là, elle repart dans un autre espace. Donc voilà, c'est une action qui n'est pas intéressante. Pendant ce temps-là, cette jeune joueuse-là, qui s'appelle Emmanuelle Tahan, qui joue aux États-Unis, décide d'attaquer. Et là, on est vraiment dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est mal réalisé. Alors, c'est mal réalisé parce que, bon, elle attaque le milieu, il devrait y avoir un remplacement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en attaquant le milieu, il n'y avait pas la nécessité de remplacer complètement la joueuse, parce qu'elle ne va pas être trappée, là. Quand on attaque le milieu, on est rarement trappé. Donc, elle est plutôt bien placée, là. Ça, c'est plutôt propre. Bon. En revanche, il manque des choses. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque, évidemment, la joueuse qui va l'accompagner. Vous voyez que le rebond est déserté, là. Alors, il y a plusieurs options, là, pour accompagner cette joueuse. Moi, je vous ai montré tout à l'heure, à travers mon schéma, une option où la joueuse qui donnait le petit jeu partait du coin du terrain. Parce que l'angle est plus intéressant. Pendant des années, on a fait couper cette chose-là. Ça pose quelques problèmes parce que vous voyez bien quand on attaque le milieu, la joueuse qui est poste haut, parce que là c'est une attaque avec 3 extérieurs et 2 intérieurs, eh bien elle est proche du ballon. Donc elle est obligée de régler sa course par rapport au ballon. C'est pas très pratique. D'où l'intérêt de faire couper la joueuse qui se trouve en bas là. Bon là elle ne le fait pas. Voilà. Donc il y a faute d'orthographe. Voilà. Ça quand on fait de la vidéo, moi je leur montre, alors faute d'orthographe. Dans l'expression du jeu, c'est mal joué parce que on n'accompagne pas correctement la porteuse de balle, qui est isolée. Elle est isolée. Alors elle va pouvoir passer la balle dans le coin est soutenu, mais par contre, si le panier est raté, on n'est pas au mieux pour le rebond. Donc on doit pouvoir imaginer donc, cette coupe, là pour donner le petit jeu. Ça veut dire que cette joueuse-là, pendant l'attaque en dribble, celle-ci là, elle doit remplir le coin. Et donc la grande qui est ici, elle doit le soutenir. Et quand vous avez une grande qui soutient le coin, ça c'est pareil, il faut tenir compte de la spécificité des joueuses. Et tenir compte de la spécificité des joueuses, donc, on a Emmanuelle Tahan qui a le ballon ici, on a Myriam Djekundade qui est là, on a la grande Anna Tadic, et puis là on a 2 autres joueuses, j'ai du mal à les reconnaître, il va y avoir Amandine Michaud et je ne sais plus qui. Bref, il y a une attaque en dribble ici. Tout le monde voit ou pas? Ouais. Donc il nous manque ça. Il faut cette coupe-là. Elle est bien. Ça veut dire qu'on a cette passe-là, et s'il y a tir, et bien évidemment, on a la présence de quelques rebonds, même si elle doit revenir ensuite au rebond. Remplir le coin, et le soutenir. Or, on a un poste 5 ici, Anna Tadic, 1m95, à qui on a appris, depuis toute petite, prendre un rebond, passer la balle, courir, arriver sous le panier, lever les bras, après, etc. Comme elle est un peu serbe et un peu intelligente, elle a développé autre chose. Par contre, il y a un truc qu'elle n'a pas développé, c'est le tir à 3 points. Ça veut dire que cette joueuse-là, soutenir le coin pour elle, c'est pas venir ici. Hein. C'est venir là. Parce que là, elle est très à droite. Le spacing est respecté. Quand je parle de spacing, il faut envisager 4-5 mètres. C'est simple en spacing. 4-5 mètres. Donc vous avez un spacing qui est respecté. Voilà, c'est-à-dire que si le ballon est donné là, le défenseur de cette chose-là, ou le défenseur de cette chose-là, parce qu'on peut imaginer qu'il y a une situation avec un défenseur ici
qui défend deux joueuses. Normalement, on peut imaginer ça s'il y a une aide qui a décroché. Donc en bout de chaîne, on a bien 2 contre 1, c'est souvent ce qui arrive. L'expression du spacing va obliger cette joueuse à choisir. D'accord? Si cette joueuse-là, elle est là, là, vous voyez que le spacing n'est pas bon, donc soutenir le coin en se mettant à 2 mètres, ça favorise l'expression défensive. Donc il faut 4 mètres ou 5 mètres. Alors 4 mètres plutôt pour un poste 5 qui n'a pas le tir à 3 points, et un peu plus pour une extérieure qui aurait le tir à 3 points. Mais on respecte les principes de jeu. Donc là, on voit bien qu'on est sur une action qui est totalement différente. Et quand vous êtes confronté à ça, vous attendez qu'une chose, vous priez pour que Emmanuel Tan foute son lay-up. Parce que si elle ne met pas son lay-up, il y a de grandes chances pour que il ne se passe pas grand-chose. Alors là, en l'occurrence, bon, Anna fait le boulot. Vous avez vu? Deuxième action, identique. Attaque Andréine au milieu, déserté, pas de petit jeu. Elle rate. Voilà. Donc, encore une fois, mauvaise action. Donc mauvais entraîneur, évidemment, parce que je vous montre des actions 2 fois de suite, 2 fois les mêmes erreurs, il y a un problème de pédagogie. Le message passe pas. Voilà, je vais vous montrer cette action-là parce qu'elle fait partie aussi de la continuité du jeu. Ça, quand vous évoluez, donc ça m'intéresse parce que derrière, alors toujours dans l'évolution, hein, bon, j'ai simplifié le propos, on va commencer à évoquer des choses peut-être pas plus complexes, mais en tous les cas qui vont amener à travailler peut-être sur d'autres catégories, c'est-à-dire que là, ce que vous allez voir sont des choses qu'on peut envisager en moins de 15, mais peut-être aussi un peu plus tard en moins de 18, avec des gens confirmés. Hein. Ce dont je vous parle là maintenant, c'est des gens confirmés. Peut-être que je vais en perdre certains d'entre vous qui sont qu'avec des débutants, parce que ce que je vous ai dit précédemment, avec des débutants, hein, aucun. Voilà. Maintenant, on passe sur la partie un peu plus confirmée. Hein.